Salut tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 10 avril 2025 et il s'appelle « Je vous ai bien eu ». Les marchés financiers, c'est une grande série à suspense qui est diffusée en direct où les tweets présidentiels remplacent les scénarios. Dernier épisode en date, retournement spectaculaire de Donald Trump et orgie haussière sur les places mondiales. Bienvenue dans la porn bourse. Je me demande depuis longtemps si les marchés financiers ne sont pas en train de devenir une sorte en tout cas de super divertissement, une télé-réalité suivie avec un certain détachement par des hordes de gens qui espèrent avoir tiré le gros lot en achetant et en vendant des bouts de trucs par le biais d'un effleurement policial sur un plan photo tactile recouvert de résidus dermiques non identifiés. Ou si vous préférez, des gens qui achètent des fractions de Bitcoin en promenant le pouce sur la vitre un peu crade d'un smartphone. Les Américains appellent ça la gamification, un terme qui sonne assez bien, c'est américain évidemment, genre prends ça comme un jeu. Si j'écris ça, c'est parce que plein de médias traditionnels ont fait des lives cette semaine sur les convulsions des bourses mondiales à cause de la guerre commerciale. Un peu comme pour un match de foot, l'Eurovision ou les JO de Paris. La fusion entre Jim Cramer et Grégoire Margoton, si vous voulez, quelque chose comme Jim Margoton. Et je n'ai aucun mal à dire que c'était assez souvent réussi quand même ces lives, c'était un petit peu fourre-tout certes, mais c'était quand même assez rythmé vu la densité de news qui tombe à la minute en ce moment. Et comme dans tout bon divertissement, il y a des twists. Et celui d'hier, c'était une vraie dinguerie, puisque Donald Trump a annoncé en pleine séance à Wall Street qu'il renonçait pour 90 jours à la majeure partie des droits de douane annoncés une semaine plus tôt, tout en relevant quand même ceux qui frappent la Chine à 125%. Alors cette bombe a provoqué une orgie haussière à Wall Street, le Nasdaq a terminé en hausse de 12% et le S&P 500 de 9,5%, c'est clairement de la porn bourse. En arrivant, mon collègue Antoine m'a même soufflé que c'était dans les 3 plus fortes hausses du S&P 500 depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors pour une fois, l'adage est quand même inversé, la baisse a pris l'escalier en ratant quelques marches, mais la hausse a pris un ascenseur sous stéroïdes. L'administration américaine, elle a tenté de faire passer ça pour un truc organisé, une sorte de plan machiavélique destiné à piéger la Chine. Mais pour une fois, Donald Trump himself s'est montré moins prêt à réécrire l'histoire que ses ouailles. Il a quand même expliqué avoir fait preuve de pragmatisme parce que les gens commençaient à paniquer. Il a quand même clamé une victoire, on ne se refait pas, mais quand même, il a apporté un petit peu de nuance à ce que son équipe avait raconté un petit peu plus tôt. Et là, je vais vous faire une citation d'un économiste, celui d'ING, le chef économiste d'ING, Carsten Bresky, je sais pas si ça se prononce comme ça. Il a dit hier, dans la mesure où le Mexique et le Canada, les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, mais aussi la Chine et l'Union européenne n'ont pas entamé de négociations, cette victoire ressemble à une grande fête organisée alors que votre équipe nationale de football préférée vient de gagner contre 100 marins. Alors sans vouloir offenser 100 marins, mais vous voyez ce que je veux dire, ironise cet économiste. Plus sérieusement, il y a des centaines de papiers ce matin dans la presse financière et généraliste sur les raisons de ce revirement. Personnellement, je n'ai aucune info particulière puisque je dormais, mais il semble raisonnable de penser que la pression des milieux d'affaires, les dissensions internes et la rapide dégradation de certains pans du marché ont conduit la Maison-Blanche à faire machine arrière. D'ailleurs, le fait que cette annonce ait eu lieu en pleine séance boursière est déjà un indice de l'urgence de la réponse. Mais je crois quand même que l'éléphant dans la pièce est rapidement devenu le marché obligataire qui est très rapidement monté en tension cette semaine. D'ailleurs, Donald Trump a déclaré en conférence de presse hier qu'il avait gardé un œil sur le très délicat marché obligataire qui est à nouveau splendide après ces annonces, a-t-il déclaré. Il existait donc bien une sorte de put de marché, un plancher sous lequel l'administration Trump ne pouvait se permettre d'aller, mais il fallait regarder du côté du marché obligataire plutôt que du marché action. D'ailleurs, les aficionados des titres à revenus fixes ne doivent pas être vraiment surpris, ils savent que tout part toujours du marché obligataire. Alors concrètement, est-ce qu'il faut jeter à la poubelle les stratégies prudentes qui ont rempli les réseaux, le web et la presse papier depuis 2 mois? La réponse est probablement pas. Après tout, la tension reste forte et le bras de fer avec la Chine s'est singulièrement durci depuis hier. Et même en cas de négociation tous azimuts, l'ordre économique et politique mondial est déjà profondément bouleversé et des surtaxes douanières persistent d'ailleurs, 10% pour tout le monde et 25% sur l'automobile, l'acier et l'aluminium. En plus, les États-Unis ont quand même perdu quelques points de stabilité dans la bataille, ou gagné quelques points d'instabilité, ça dépend du point de vue, ce que les investisseurs ne vont pas oublier tout de suite, même s'ils se sont clairement enivrés du rebond hier. L'avenir de la relation avec la Chine redevient donc un point central et peut tendre vers n'importe quel extrême. On peut tout imaginer d'un compromis commercial à des conséquences néfastes pour l'avenir de Taïwan par exemple.
Ce matin en tout cas, les marchés d'Asie-Pacifique montent fort dans le sillage de Wall Street, c'est assez logique. L'Europe va prendre le même chemin. Les variations des actions européennes cotées sur le marché libre américain hier soir montrent que les gains vont être spectaculaires. J'ai vu par exemple, en compulsant certaines des variations, 10,3% de hausse sur LVMH, 12,8% sur Schneider, 15% sur ASML et même 18,6% sur Stellantis, malgré le maintien des surtaxes et l'avertissement de Volkswagen sur les résultats. On notera aussi quand même que le rebond est assez anecdotique du côté du secteur européen de la santé, en tout cas sur l'OTC américain hier soir. En effet, l'industrie pharmaceutique reste sous la menace des surtaxes spécifiques. Les plus fortes hausses du jour ne seront probablement pas à chercher dans la spécialité. Donc je reviens un peu sur l'Asie-Pacifique ce matin. Le Nikkei 225 prend 8,4% à Tokyo. Le TAIEX à Taïwan est en hausse de 9,2%. L'ASX australien c'est plus 4%. Le Kospi plus 5,5%. L'Inde est fermée pour un jour férié. Et côté Chine, les mauvais chiffres de l'inflation et des prix de la production en mars et la surenchère douanière de Trump n'ont pas envoyé les indices au tapis. Le CSI 300 affiche des gains légers et le Hang Seng de Hong Kong prend 1,8%. En tout cas, au moment où j'enregistre, il n'y a donc pas d'effondrement, même s'il n'y a pas non plus de rebond comme à Wall Street. Les autorités chinoises qui ont prévu une rencontre au sommet aujourd'hui pour examiner les suites à donner à l'escalade de la guerre commerciale. On passe à l'actu des sociétés. En France, le gouvernement italien a retiré son soutien au patron de ST Microelectronics, Jean-Marc Chéry, après le rejet par le conseil de surveillance du groupe de la nomination d'un des deux candidats proposés par Rome pour cette instance. Je vous rappelle que ST Micro est un groupe franco-italien au capital duquel on retrouve les deux États. Airbus a livré 71 appareils en mars, ça porte à 136 le nombre de livraisons au T1 2025. L'avionneur a reçu en parallèle 204 commandes nettes. Air France réduit ses tarifs en classe économique pour favoriser les voyages transatlantiques, a indiqué son PDG à Bloomberg. Rémi Cointreau a annoncé le départ de son directeur général Eric Vallat dans quelques mois et est à la recherche de son successeur. La SCOR a placé une obligation catastrophe de 240 millions de dollars à 7,25%. Ce sont des obligations qui sont destinées à couvrir certains risques naturels jusque fin mai 2028. Maxime Laurent-Bellu devient le directeur général adjoint de Tikehau Capital et on a aussi quelques publications de chiffres du côté de Midcap française, Carmat, Cogelec, Forcy Power, Mastrad, Entre Particuliers, Gevelot et Patrimoine et Commerce notamment. Dans le reste de l'Europe, Volkswagen a subi une contraction marquée de son résultat d'exploitation au T1, 2,8 milliards d'euros seulement contre 4,6 milliards d'euros un an avant et 4 milliards d'euros espérés par le consensus. La filiale camion Traton n'a pas fait de miracle non plus, son bénéfice d'exploitation trimestriel est inférieur aux prévisions. Autre mauvaise nouvelle du côté de Barry Callebaut, le chocolatier revoit à la baisse ses perspectives de volume en raison de la forte volatilité des prix du cacao. Givaudan, pour sa part, dépasse légèrement les attentes avec une croissance plutôt robuste au T1. BAE Systems va livrer des obusiers à la Suède. Le groupe italien Eni attend des investisseurs intéressés par une part minoritaire une valorisation de plénitude supérieure à 10 milliards d'euros. Les droits de douane de Trump auront un impact sur le coût des projets américains d'Ørsted, a révélé son directeur général OFT. Et ThyssenKrupp explore les possibilités de cession de sa filiale de négoce de matériaux selon les infos obtenues par Bloomberg. En Amérique du Nord, Walmart confirme ses prévisions annuelles et s'engage à maintenir des prix bas malgré les droits de douane. Alphabet confirme son plan d'investissement de 75 milliards de dollars pour 2025 et Constellation Brands perd 3,5% hors séance après ses trimestriels. Ailleurs dans le monde, CATL devrait obtenir le feu vert de la bourse de Hong Kong pour une IPO de 5 milliards de dollars selon Reuters et Trump suggère finalement qu'il ne veut pas que United States Steel soit racheté par Nippon Steel. Le feuilleton n'est pas encore terminé. Sur l'agenda des publications aujourd'hui, on n'a pas grand chose. On avait donc Givaudan et Barry Callebaut en Europe, on a aussi Tesco et également Fast Retailing en Asie. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.